Bonjour à toutes et à tous, je suis David, moniteur à l'auto-école Lefebvre d'Yvetot. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les vérifications intérieures et extérieures de l'Audi A1. Il faut savoir que les vérifications intérieures et extérieures vous rapporteront, si vous répondez juste, 3 points sur les 20 points à obtenir pour valider votre permis de conduire, bien sûr si vous ne réalisez pas d'erreur éliminatoire. Je vous propose aujourd'hui, dans cette première vidéo, de nous intéresser à l'ensemble des vérifications extérieures, questions que l'on pourra me poser le jour de mon permis de conduire. Par rapport à la question de vérification extérieure, l'inspecteur me demandera les 2 derniers chiffres du totalisateur kilométrique. Il se situe au niveau de l'ordinateur de bord à ce niveau-là. Je répondrai dans ce cas 84. Puis l'inspecteur me posera la question de vérification extérieure numéro 84. Pour l'ouverture du capot, j'ai une commande qui se trouve sur ma gauche, qu'il suffit de tirer vers moi. Puis pour ouvrir à l'avant, au milieu se trouve une commande, je tire vers moi, puis je soulève le capot, tout est sur vérin, pas de support métallique à accrocher. Alors nous allons commencer par la vérification du liquide de refroidissement. Celui-ci se trouve juste ici. Et par transparence, il suffira de vérifier que je me situe donc entre le mini et le maxi. Ici, pas de problème. Par rapport à la question complémentaire, à savoir, quelle peut être la conséquence d'un manque de liquide de refroidissement, il suffira de répondre donc que cela peut provoquer une surchauffe du moteur, voire la casse du moteur. On continue avec le liquide de lave-glace qui se trouve ici. Qui gère bien sûr le lave-glace à l'avant, à l'arrière du véhicule. Il faut savoir qu'il n'y a pas de niveau pour vérifier. Quand il n'y en a plus, je dois en rajouter. Quant à la vérification du niveau d'huile, tout se passe ici. On ne me demandera pas de faire, mais il est quand même bon et utile de savoir qu'il faut être entre le max et le mini. Pour rajouter de l'huile moteur, tout se passe ici. À savoir que si j'ai un véhicule essence, il sera préconisé de rajouter de l'huile adaptée pour moteur essence. Si j'ai un véhicule diesel, voilà, je préconiserai donc de changer et de rajouter de l'huile adaptée pour moteur diesel. Les 2 conditions pour réaliser un niveau d'huile, donc il faut savoir qu'il faut être sur terrain plat, être moteur à froid. Concernant le liquide de frein, il faut savoir que tout se passe ici, donc c'est le capuchon jaune. À savoir que si on me demande donc quelle est la conséquence en cas de manque de liquide de frein, il suffira de répondre tout simplement « je ne freine plus ». Concernant le liquide d'assistance de direction, c'est le capuchon vert qui se trouve voilà, juste ici. Pour le liquide d'assistance de direction, on pourra me demander en question complémentaire quelle est la principale conséquence d'un manque de liquide d'assistance de direction. Il suffira de répondre que le volant devient difficile à tourner, il n'y a plus d'assistance de direction. On enchaîne avec donc l'emplacement pour changer une ampoule à l'avant du véhicule. Vous avez aussi bien sur la gauche que sur la droite des caoutchoucs voilà, qui sera enlevé. Il faut savoir que sur l'Audi, l'idéal c'est de se rapprocher voilà, d'un garagiste pour le changement d'une ampoule. Ce sera bien plus simple. Ensuite, nous avons des supports gris voilà, qui se trouvent juste ici, qui vont me permettre de régler la hauteur des feux à l'avant. Je vais avoir ça bien sûr pour les feux de gauche, voilà, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Et on va avoir la même chose de l'autre côté. Voilà, juste ici pour le réglage de la hauteur des feux sur la droite. Par rapport à la batterie du véhicule, il faut savoir que dans le capot, vous avez voilà, juste à ce niveau-là, ce qu'on appelle une prise d'amorce de chargement de batterie. Mais ce n'est pas ici que se trouve l'emplacement de la batterie. La batterie en réalité se trouve à l'arrière du véhicule. Et donc elle se trouve juste ici. Alors, en ce qui concerne la question complémentaire concernant la batterie, à savoir quelles peuvent être les causes d'un déchargement de batterie. Peut-être que j'ai tout simplement une batterie qui est usagée. J'ai peut-être laissé des feux d'allumés.
Et en troisième chose, éventuellement à l'intérieur du véhicule, j'ai laissé tout ce qui est lumière allumée, tout ce qui est poste de radio, tout ce qui est électrique, hein, notamment relié à l'allume-cigare. Donc voilà. Pour pallier à ce problème de batterie, si ma batterie est usagée, elle sera tout simplement à changer. J'ai aussi possibilité d'adapter un chargeur de batterie. Et enfin, j'ai possibilité, à l'aide d'un autre véhicule, d'utiliser des pinces crocodile et relier, donc le plus sur le plus, le moins sur le moins notamment. Nous allons à présent nous intéresser aux questions concernant l'état, la propreté et le fonctionnement de feu. Je vous rappelle que le premier réflexe sera d'allumer le feu concerné avant de sortir du véhicule. Si on prend l'exemple de l'utilisation, l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de croisement, je vais devoir allumer mes feux de croisement avant de sortir. Ils sont allumés, je peux aller vérifier l'état, la propreté, le fonctionnement à l'extérieur. Alors mes feux de croisement se trouvent juste ici. Ils sont propres, ils fonctionnent correctement, ils sont visibles, pas d'ampoule de grillé, donc c'est parfait. Par rapport à mes feux de croisement, on pourra me demander en question complémentaire quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement. Il suffira de répondre par exemple diminution de l'éclairage et risque d'être confondu avec un véhicule 2 roues. On peut aussi me demander quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux. Il suffira de répondre mauvaise vision vers l'avant et risque d'éblouissement des autres usagers. Alors mes feux de position se trouvent juste ici. Ils sont propres, ils sont en bon état, pas d'ampoule de grillé, ils fonctionnent correctement, donc c'est parfait. Sans oublier mes feux de position à l'arrière du véhicule qui se trouvent voilà, juste à gauche et à droite. Même principe, ils sont propres, en bon état, ils fonctionnent correctement, pas d'ampoule de grillé, donc c'est parfait. Alors mes feux de route se trouvent juste ici. Ils sont propres, ils sont visibles, ils ne sont pas cassés, ils fonctionnent correctement, donc c'est parfait. Par rapport à la question complémentaire concernant les feux de route, on peut me demander dans quel cas utilise-t-on un appel lumineux ? Alors pour avertir de son approche, par exemple la nuit à une intersection dangereuse. Alors mes clignotants gauche à l'avant du véhicule se trouvent ici. Ils fonctionnent bien, ils sont visibles, ils ne sont pas cassés, ils sont propres, donc c'est parfait. Mes répétiteurs latéraux se trouvent juste ici. Ils sont propres, ils sont visibles, pas cassés, ils fonctionnent très bien, donc c'est parfait. Et enfin, mon clignotant gauche à l'arrière du véhicule se trouve juste ici. Il est propre, il fonctionne bien, pas d'ampoule de grillé, il n'est pas cassé, donc c'est parfait. Concernant l'utilisation des clignotants gauche, si l'on me demande dans quel cas les utilise-t-on, il suffira de répondre pour avertir les autres usagers que je change de direction, y compris lors d'un arrêt ou d'un départ. Même chose pour le clignotant droit, il se trouve ici. L'ampoule n'est pas grillée, il est visible, il fonctionne bien, bon état de marche, il est propre, donc c'est parfait. Concernant mon répétiteur latéral, il se trouve juste ici. Bon état de marche, il fonctionne bien, propre, visible, il n'est pas cassé, donc c'est parfait. Et enfin, le clignotant droit à l'arrière se trouve juste ici. Il est propre, visible, l'ampoule n'est pas grillée, il n'est pas cassé, bon état de marche, donc c'est parfait. Et en question complémentaire, si l'on me demande quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotement au niveau du feu et du voyant du tableau de bord, il suffira de répondre que l'un des indicateurs de changement de direction ou l'un des clignotants est défectueux. Alors par rapport à mes feux de détresse, ils fonctionnent correctement, ils sont propres, pas d'ampoule de grillé, donc c'est parfait. Et je vais vérifier maintenant les répétiteurs latéraux. Mon répétiteur latéral droit fonctionne correctement. La même chose pour le répétiteur latéral de gauche, il fonctionne bien, pas d'ampoule de grillé, il est propre, il est visible. Et enfin mes feux de détresse à l'avant, ils sont propres, ils sont en bon état, ils fonctionnent correctement, ils sont visibles, donc c'est parfait. Concernant l'utilisation des feux de détresse, je suis amené à les utiliser en cas de ralentissement important pour signaler le véhicule en panne ou accidenté sur la chaussée. De façon à vérifier le contenu du coffre, il suffit tout simplement d'ouvrir celui-ci. Vous avez un bouton au milieu, j'appuie, je lève. Peu importe ce qui se trouve à l'intérieur du coffre.
on peut me demander en question complémentaire, lorsque vous transportez un poids important dans le coffre de votre véhicule, quelles sont les précautions à prendre? Il suffira de répondre qu'il faut augmenter la pression des pneumatiques si besoin est, régler les feux à l'avant et ainsi que bien répartir le poids. Il faut savoir que la roue de secours se trouve à l'arrière du véhicule dans le coffre, sous le plancher. Concernant la roue de secours, on peut me demander, en question complémentaire, pourquoi devez-vous vérifier régulièrement l'état de la pression des pneumatiques? C'est tout simplement pour avoir une bonne tenue de route, pour éviter l'échauffement d'un pneumatique, pour éviter l'aquaplanage, une surconsommation de carburant ou l'allongement de la distance de freinage. Si l'on me demande de montrer l'emplacement où doit s'effectuer le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule, il suffira d'ouvrir le coffre, puis de montrer à l'inspecteur qu'à gauche et à droite se trouvent des caches qui seraient éventuellement enlevées de façon à avoir accès à une ampoule pour la changer. Concernant la question de vérification complémentaire, à savoir quelles précautions faut-il prendre pour manipuler une ampoule à halogène, il suffira tout simplement de répondre qu'il faut la tenir avec un chiffon parce qu'elle reste assez fragile. Quant à la question, vérifier l'état, la propreté, le fonctionnement du ou des feux de marche arrière, il suffira au préalable d'allumer le contact et n'oubliez pas avant de sortir du véhicule d'actionner bien sûr la marche arrière. Et donc mes feux de recul à l'arrière du véhicule se trouvent aussi bien à gauche qu'à droite. Ils sont propres, visibles, pas d'ampoule de grillé, ils ne sont pas cassés, donc c'est parfait. Quant à l'utilité de mes feux de marche arrière, ils servent tout simplement à prévenir les autres usagers que vous allez entamer une marche arrière, ainsi qu'à éclairer la zone de marche arrière lorsqu'il fait nuit. Quant à la question, vérifier l'état, la propreté, le fonctionnement des feux stop à l'arrière du véhicule, avant de sortir, il faudra bien sûr proposer au moniteur derrière vous de venir s'installer côté passager, freiner, et ensuite vous pourrez sortir avec l'inspecteur. Et donc mes feux stop à l'arrière du véhicule sont au nombre de 3. Un central, un bien sûr sur ma gauche et un feu stop sur ma droite. Ils sont propres, ils sont en bon état, ils sont visibles, ils fonctionnent correctement, donc c'est parfait. Par rapport à mes feux stop, si l'on me demande en question complémentaire quelle est la conséquence en cas de panne des feux stop, c'est tout simplement qu'il y a absence d'information pour le véhicule suiveur et donc risque de collision par l'arrière. Quant à l'utilité de mes feux stop, donc ils servent bien sûr à avertir les autres usagers qui vous suivent que vous êtes en train de freiner ou que vous restez à l'arrêt. Alors, concernant les feux de brouillard à l'arrière du véhicule, ils sont au nombre de 2. Ils se situent juste ici. Ils fonctionnent bien, ils sont propres, ils sont visibles, ils ne sont pas cassés. Donc c'est parfait. Concernant les cas d'utilisation des feux de brouillard à l'arrière du véhicule, je les utilise notamment en cas de brouillard, en cas de chute de neige, mais surtout pas en cas de pluie, car ça a tendance à éblouir les autres usagers. Il faut savoir néanmoins qu'il n'y a pas sur l'Audi A1 de feu de brouillard à l'avant du véhicule. Rien de grave, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas obligatoires. Donc sur l'Audi, il n'y en a pas, ne soyez pas surpris. Alors concernant l'état, la propreté de la plaque d'immatriculation à l'arrière du véhicule, on peut dire qu'elle est propre, voilà, qu'elle est visible, qu'elle est bien accrochée à son support, elle est aux normes, donc c'est parfait. La question complémentaire porte sur les catadioptres ou dispositifs réfléchissants à l'arrière du véhicule. Il suffit de prendre un petit peu de recul et de montrer en réalité il se trouve juste ici, à gauche et à droite. Concernant les pressions préconisées pour le gonflage d'un des pneumatiques, il me suffira d'ouvrir la portière, puis de montrer à l'inspecteur les pressions qui se trouvent sur cet autocollant. À savoir, si je suis faiblement chargé, je gonfle à l'avant donc mes pneumatiques à 2 bar 3 et à l'arrière 2 bar 1. Si je suis fortement chargé, 2 bar 5 à l'avant, 2 bar 2 à l'arrière. Alors, concernant mon pneumatique, si on me demande où se trouve la valve de gonflage, celle-ci se trouve juste ici.
Concernant l'état d'un des flancs extérieurs du pneumatique, il faut savoir que le flanc du pneumatique, c'est toute cette partie qui n'est pas en contact avec le sol. Je dois vérifier qu'il n'y ait ni déchirure, des espèces de coups de couteau, ni d'hernie, des espèces de bulles d'air tout autour. Ici, pas de déchirure, pas d'hernie, donc c'est parfait. Concernant les pneumatiques, on peut me demander en question complémentaire quelle peut être la conséquence d'un défaut de parallélisme sur les pneumatiques. Il suffira de répondre « usure rapide et anormale des pneumatiques ». On peut aussi me demander qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence. Il suffira de répondre que c'est la présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée. Cela donc entraîne une perte d'adhérence des pneumatiques sur la chaussée, pouvant même entraîner donc des sorties de route. On peut aussi me demander, en règle générale, dans quelles conditions devez-vous contrôler la pression d'un pneumatique? Bien sûr, on vérifie la pression d'un pneumatique lorsque le pneumatique est froid. Concernant la bonne fermeture de la trappe à carburant, celle-ci se trouve à l'arrière du véhicule sur la droite. Il me suffira de pousser, puis de montrer la trappe à carburant. Celle-ci est bien fermée, donc c'est parfait. Par rapport à la question complémentaire concernant la trappe à carburant, on peut me demander quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir. Il faut alors tout d'abord arrêter le moteur, bien enfoncer le pistolet jusqu'au bout, ne pas faire déborder le carburant du réservoir, bien sûr ne pas fumer, ne pas téléphoner. Par rapport à la sécurité enfant à l'arrière du véhicule, il me suffira d'ouvrir la portière et de montrer à l'inspecteur. Et donc elle se situe juste ici. Et pour l'activer ou la désactiver, cela se fera à l'aide de ma clé. Par rapport à la question complémentaire qui sera en général où doit être placé un enfant de moins de 10 ans, bien sûr à l'arrière. Concernant l'état des balais d'essuie-glace à l'avant comme à l'arrière, il suffira de faire le tour du véhicule. Voilà, je n'hésite pas à tirer l'essuie-glace arrière et je vais vérifier que le caoutchouc soit bien accroché à son support, qu'il ne soit ni fissuré ni gondolé. À savoir que si je les actionnais en roulant, si l'eau n'était pas évacuée correctement, c'est bien sûr que l'essuie-glace serait à changer. Même principe à l'avant. Je n'hésite pas à les soulever du moins autant que je peux, sachant que je suis un peu limité dans l'espace. Il faut savoir que si j'avais besoin de les changer, il faudrait au préalable lever le capot. Concernant l'état des balais d'essuie-glace du véhicule, on peut me demander en question complémentaire comment détecte-t-on l'usure d'un balai d'essuie-glace en circulation? Alors il suffira de répondre qu'en cas de pluie, lorsqu'il laisse des traces sur le pare-brise, c'est que le balai d'essuie-glace est usé. On peut aussi me demander, avant le départ, quelle est la précaution à prendre en cas de présence de neige sur le pare-brise. Bon, tout simplement, il faut dégager la totalité du pare-brise, mais également le toit et les autres vitres recouvertes par la neige. Concernant l'état, la propreté du pare-brise à l'avant, là, force est de constater que le pare-brise est propre, il n'y a pas d'impact, tout en sachant que s'il y avait un impact, je vous rappelle que c'est réparable. Si l'impact est inférieur à une pièce de 2 €, il est possible de faire injecter de la résine chez un spécialiste. Par contre, si l'impact est supérieur à une pièce de 2 €, là par contre, le pare-brise sera à changer. Même chose, bien sûr, à l'arrière du véhicule. Donc au niveau de la lunette arrière, on peut dire qu'elle est propre et qu'il n'y a pas d'impact. Donc c'est parfait. Concernant l'état, la propreté de mes rétroviseurs extérieurs, il suffit de vérifier tout simplement que le miroir n'est pas fêlé, qu'il soit propre, puis que la coque, donc qu'elle ne soit ni rayée ni cassée, bien accrochée au support. Ici, aucun problème, je vérifie bien sûr le rétro de gauche, puis le rétro de droite. Suite à la vérification de tous les rétroviseurs extérieurs du véhicule, on pourra me demander en question complémentaire qu'appelle-t-on un angle mort? C'est tout simplement donc une zone sans visibilité depuis le poste de conduite. Généralement, c'est ce qu'on ne voit pas dans les rétroviseurs. On peut aussi me demander quels sont les 3 principaux dangers représentés par les angles morts. Alors, les 3 principaux dangers sont risque d'accident, gêne des autres usagers et défaut ou manque d'information.
Même chose pour la plaque d'immatriculation à l'avant du véhicule. Elle est propre, elle est visible, elle est aux normes, elle est bien accrochée à son support, donc c'est parfait. Voilà, nous en avons terminé avec l'ensemble des vérifications extérieures du véhicule. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes ces vérifications extérieures dans le manuel, fourni bien sûr par l'Auto-École Lefebvre. Si néanmoins vous aviez d'éventuelles autres questions, n'hésitez pas à les poser à votre moniteur pendant les leçons de conduite. Il faut savoir enfin que cette vidéo ainsi qu'une vidéo traitant des vérifications intérieures existe sur le site www.autoecolelefebvre.com. Voilà, je vous remercie.